Dimanche 13 août 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Après 9 ans de service rendus aux couches vulnérables, que dire du Fonds national de finances inclusives FNFI en opération depuis 2014? Les éléments de réponse à suivre dans ce journal. Les zones d'aménagement agricole planifiées connaissent un bond plutôt remarquable, vous le verrez dans le développement. Au-delà de nos frontières, au Soudan, plus précisément, les familles ont du mal à inhumer convenablement leurs proches perdus, ce qui est l'une des conséquences de la crise que connaît le pays bientôt 4 mois. Qu'est-ce qui se dit et se fait à propos de ce sujet et les précisions dans cette édition? Et puis en Équateur, la colistière de Fernando Villavicencio, le candidat aux élections assassiné, prend sa succession. Les dispositions qui se prennent pour garantir la sécurité suite à l'assassinat sont à découvrir dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous. La ratification de la charte de Lomé est-elle au point mort chez les 52 pays de l'Afrique? La question vaut tout son pesant d'or puisqu'il y a de cela 7 ans que la charte avait été signée, mais aujourd'hui seulement 2 pays l'ont ratifiée. Kligé Kofi. Cette charte désormais validée par le... Reconnaissant qu'aucun pays ne peut à lui seul prévenir les menaces maritimes ou développer durablement son domaine maritime, les pays africains s'étaient donné rendez-vous à Lomé pour un sommet sur la sécurité et la sûreté maritime en octobre 2016. Le 15 octobre 2016, exactement, une charte a été adoptée et signée. Au départ, 30 pays présents avaient signé la charte. 5 autres pays les rejoindront un peu plus tard. Cependant, la ratification de cette charte ne connaît pas d'évolution. Voilà bientôt 7 ans. À ce jour, seulement 2 pays ont ratifié la charte de Lomé. Il s'agit bien évidemment du Togo, pays hôte du sommet, et de son voisin immédiat de l'Est, le Bénin. Pour certains pays, ce qui bloque tout, c'est le retard de l'Union africaine à adopter des textes additifs exigés par les États avant la ratification de la charte. La sécurité et la sûreté maritime est une brèche dans le désert. Tout porte à le croire, même si au jour de son adoption, la charte a été qualifiée d'une décision sage et consensuelle, mais surtout courageuse, puisque le but final de cette charte est d'arriver à avoir un cadre juridique de coopération et d'harmonisation des actions pour réprimer les actes de piraterie, les trafics illicites de tout genre par voie maritime et la pollution des eaux. Par ailleurs, sur les 54 pays africains, 38 sont côtiers et plus de 90% des importations et exportations africaines transitent par la mer. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI, mis en place depuis 2014 pour soutenir les couches vulnérables, poursuit son chemin. En 9 ans, ce sont en tout 108 milliards de francs CFA qui ont été octroyés aux Togolais exclus des services financiers classiques. Le point avec Bernard Canvi. En procédant au lancement du Fonds national de la finance inclusive FNFI en 2014, le Togo avait pour ambition d'autonomiser les couches défavorisées afin d'en faire des acteurs du développement économique du pays. 9 ans après son lancement, le fonds continue d'enchaîner des performances. Selon le dernier bulletin d'information du fonds, à fin juillet 2023, plus de 108 milliards de francs CFA ont été octroyés aux populations exclues des systèmes financiers classiques. En effet, dans le système classique, les garanties exigées par les institutions de microcrédit sont souvent au-dessus des moyens des plus pauvres. Ainsi, le pari du FNFI vise à accorder à ces derniers des crédits à un taux presque nul. À ce jour, plus de 1,8 million de personnes issues de plusieurs couches socio-économiques ont bénéficié des crédits alloués via 13 produits. La principale locomotive du fonds est le produit d'accès des pauvres aux services financiers APSEF, qui a permis d'allouer 37,57 milliards de francs CFA, suivi du produit d'accès des agriculteurs aux services financiers AgriCEF avec 34,82 milliards distribués.
Sujet agriculture, malgré la situation dans le monde qui a impacté l'agriculture, justement, les efforts du Togo pour favoriser le secteur portent leurs fruits. Pour preuve, les zones d'aménagement agricole planifiées sont en plein essor. Les détails avec Harold, médecin à tout. Malgré la situation mondiale qui a impacté le secteur agricole ces dernières années, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP au Togo ont connu un développement remarquable grâce à une attention particulière du pays. En effet, sur la période 2021-2022, 130 ZAP ont été mises en exploitation pour une superficie de 12 608 hectares sur toute l'étendue du territoire. Les conclusions des analyses des performances de ces dernières durant l'année 2022 ont été satisfaisantes. En termes de productivité, on constate que les rendements des exploitants de ZAP sont supérieurs à ceux des producteurs hors ZAP, avec une différence moyenne de 33,5% pour le sorgho, 77,5% pour le maïs, 18,25% pour le riz et 30% pour le soja. Cette marge témoigne de l'impact des investissements consentis par le Togo dans l'exploitation des ZAP. En effet, les exploitants des zones aménagées ont vu leurs bénéfices majorés de 65% en moyenne dans les filières porteuses, notamment le soja, le maïs, le riz et le sorgho. Outre l'aménagement, l'amélioration des bénéfices s'explique par la promotion de la mécanisation agricole, marquée par un déploiement gratuit de tracteurs, l'appui régulier de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT aux producteurs, ainsi que la réduction des charges logistiques avec l'adoption des commandes groupées, d'intrants et des ventes. Ça nous intéresse également dans cette édition, le travail des enfants. Celui-ci connaît une hausse ces dernières années, malgré les dispositifs mis en place pour lutter contre ce fléau ici comme ailleurs. De plus en plus d'enfants sont privés de leur enfance, contraints à exécuter des travaux qui nuisent à leur développement. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, 160 millions d'enfants, environ un enfant sur 10 dans le monde, sont soumis au travail des enfants. 80 millions d'entre eux sont confrontés aux plus dangereuses formes de travail, véritable menace sur leur santé physique et mentale. En Afrique subsaharienne, plus de 16 millions d'enfants supplémentaires font face au même phénomène au cours de ces 4 dernières années. Pour cause, la croissance démographique, les crises récurrentes, l'extrême pauvreté et les mesures de protection sociale inadaptées. Au Togo, malgré l'arsenal juridique et les multiples actions engagées par les autorités, les ONG et institutions intervenant dans le domaine, ils sont nombreux, ces enfants, travaillant dans les rues, les marchés et sur les dépotoirs à la recherche du pain quotidien. Mettre fin à cette situation reviendrait à garantir une plus grande justice sociale, un travail décent pour les adultes dans les environnements sûrs et sains, leur permettant ainsi de subvenir aux besoins de leurs familles et scolariser leurs enfants. Pour rappel, le travail des enfants est souvent défini comme un travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui porte préjudice à leur développement physique et moral. Sous l'effet de l'extinction de l'accord sur l'initiative céréalière de la mer Noire et de nouvelles restrictions commerciales sur le riz, les prix mondiaux de produits alimentaires ont enregistré une hausse en juillet dernier. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la FAO. Bernard Canvi. L'inflation en Afrique est en hausse constante depuis plus d'un an et les produits alimentaires ne sont pas épargnés, notamment ceux de première nécessité. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les prix mondiaux des produits alimentaires ont connu une hausse en juillet dernier. En effet, la FAO indique que les prix internationaux des huiles de palme, de soja et de tournesol ont grimpé dans un contexte d'inquiétude pesant sur les perspectives de production dans les principaux pays producteurs. Dans les détails, les prix internationaux du blé ont grimpé de 1,6%, ce qui marque leur première hausse en glissement mensuel en 9 mois. Quant au riz, l'indice indique une augmentation de 2,8% des prix en un mois et de 19,7% en un an et atteint son plus haut niveau nominal depuis septembre 2011. Mais cette pression à la hausse sur les prix du riz soulève des préoccupations importantes quant à la sécurité alimentaire d'une grande partie de la population mondiale, notamment des personnes les plus démunies et de celles qui consacrent une part importante de leurs revenus à l'achat de denrées alimentaires.
Nous prenons la direction du Niger où alors que les poutistes sont soumis à une forte pression de la communauté internationale et de la CEDEAO pour rendre le pouvoir, la junte continue de chercher du soutien. Une délégation des nouvelles autorités nigériennes conduite par le général Moussa Saolo Barnou s'est rendue hier samedi à Conakry. Elle a été reçue par le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya. Ce dernier a réaffirmé sa position de son pays en ces temps de crise. Au même moment, à Niamey, une délégation de chefs religieux était arrivée afin de rencontrer des responsables de la junte militaire. Son objectif est d'apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de la CEDEAO. Nous remontons au Soudan. Dans le pays, nous vous l'avons dit dans les titres, les funérailles sont devenues presque impossibles et donc il est très compliqué pour les familles de procéder comme il se doit aux cérémonies funéraires de leurs membres perdus. Ceci est l'une des retombées de la crise que connaît le pays bientôt 4 mois. Ces Soudanais viennent d'enterrer un proche à la hâte dans une tombe peu profonde et anonyme à Khartoum. Près de 4 mois de violents combats de rue ont rendu les funérailles quasiment impossibles dans la capitale soudanaise. Nous considérons l'honnête frère Abbas comme un martyr. Et que Dieu le fasse reposer au paradis. Le martyr se trouvait dans sa maison lorsque celle-ci a été prise d'assaut par 2 membres de forces de soutien rapide qui l'ont interrogé sur son frère car ce dernier était officier. Après des discussions houleuses, ils l'ont abattu d'une balle qui a pénétré son corps, puis ils sont partis. Face à l'ampleur des combats entre l'armée et les paramilitaires, des cadavres joncheraient les rues, ou du moins n'ont plus droit aux sépultures décentes. Nous sommes au courant de ce rapport sur les cadavres à Khartoum et dans d'autres endroits. Notre position est claire, les morts doivent faire l'objet d'une attention appropriée et être rendus à leurs familles afin qu'ils puissent être enterrés conformément à leurs pratiques religieuses et coutumières. Des charniers et des massacres ethniques généralisés ont été découverts dans la région méridionale du Darfour. En temps de paix, les funérailles durent des jours au Soudan. De notre côté, nous avons aidé les volontaires du Croissant Rouge soudanais à accomplir leur tâche très difficile de ramassage des corps en leur fournissant des sacs mortuaires et des équipements de protection. Et nous leur avons dispensé une formation technique afin qu'ils puissent accomplir cette tâche de manière très appropriée. La crise soudanaise a déjà fait plus de 3000 morts, selon le bilan officiel publié début juin. Hier, le 12 août 2023, était la journée dédiée aux éléphants sur le plan international. En Afrique du Sud, cette journée a donc été l'occasion pour la réserve Adventures with Elephants de sensibiliser en ce qui concerne la protection de ces éléphants et sa vision est celle de valoriser la faune sauvage et abolir la menace exercée envers ces espèces animales. Depuis 11 ans, le 12 août de chaque année est consacré aux éléphants à l'échelle mondiale. La réserve Adventures with Elephants à Bella Bella en Afrique du Sud a mis à profit cette journée samedi pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale, souvent en conflit foncier avec les humains. Dans plusieurs pays du continent, en effet, la cohabitation homme-éléphant est loin d'être pacifique. Je pense que tout le monde, qu'il s'agisse d'un zoo, d'une ONG, d'un établissement comme le nôtre ou d'un parc national, souhaite que la faune sauvage fasse partie de notre avenir et les éléphants en sont un élément essentiel. Si vous protégez les éléphants, vous protégez tout ce qui se trouve en dessous. Et je pense que c'est ce qui fait la joie de la journée mondiale de l'éléphant. Nous essayons de faire passer le message que les éléphants ont besoin d'une place sur cette planète. C'est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec les éléphants par le biais d'interactions uniques afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal.
Le simple fait de savoir qu'un éléphant peut être si doux est incroyable parce que lorsque vous êtes dans la nature et qu'il vous entoure, vous avez peur qu'il vous attaque. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'il vous attaque, oui, il vous attaque, mais quand on voit à quel point ils sont si gentils, c'est incroyable. Je pense que c'était une expérience très éducative. Je pense que les enfants ont adoré. Ce n'est pas souvent que l'on peut toucher les éléphants et les voir de près. Je pense que c'était très agréable. L'Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, mais cette espèce animale est menacée d'extinction. Actualité hors Afrique, à Hawaï, aux États-Unis, le bilan continue d'augmenter, passant à 93 morts au total dans les incendies qui ont ravagé l'île. Les habitants, encore sous le choc, ont commencé à constater l'étendue des dégâts. Dans ce paysage de désolation, la garde nationale continue ses recherches. Le bilan, qui vaut aux autorités une pluie de critiques, pourrait encore s'aggraver selon le gouverneur, qui s'efforce de tenir un message d'unité face à l'ampleur de la catastrophe. Nous entrons dans les maisons pour la première fois. Ce sera certainement la pire catastrophe naturelle qu'Hawaï ait jamais connue. D'ici là, ce sera peut-être le pire incendie auquel l'Amérique ait jamais été confrontée. Nous ne pouvons qu'attendre et soutenir ceux qui vivent encore. Notre objectif est maintenant de réunir les gens là où nous le pouvons, de leur fournir un logement et des soins de santé, puis de nous atteler à la reconstruction. Encore sous le choc, les habitants de retour à la Haina, réduits à néant par le brasier, commencent à constater l'étendue des dégâts. Quasiment rien, hormis ces figuiers, ne semble avoir résisté à la violence des flammes. De leur maison, il ne reste qu'un tas de cendres. Juste là, il y avait la porte. Si le traumatisme est lourd pour ceux qui, comme lui, ont tout perdu, à Hawaï, les victimes des incendies font face avec une solidarité exceptionnelle. Et puis en Équateur, Andrea González, colistière de Fernando Villavicencio, assassiné le mercredi dernier à Quito, prend sa succession en vue de l'élection présidentielle du 20 août prochain. Par ailleurs, quelques 4000 soldats et policiers ont participé hier, samedi, au transfert dans une nouvelle prison de haute sécurité du chef du plus puissant gang du pays. Des blindés et des hommes en armes devant la prison équatorienne de Guayaquil. Le transfert du chef du plus puissant gang de narcotrafic du pays dans une prison de sécurité maximale a mobilisé 4000 militaires et policiers. Connu sous le nom de Fito, il aurait menacé de mort Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle, abattu 3 jours plus tôt. Ce dispositif colossal n'émeut guère la veuve du candidat centriste. Pour elle, l'assassinat de son mari est un crime d'État. Ils ne l'ont pas protégé comme ils auraient dû le faire. L'État était chargé de la sécurité de Fernando. L'État est directement responsable du meurtre de mon mari. Le meurtre aurait-il été piloté par les adversaires de Villavicencio, et notamment l'ancien président Rafael Correa, aujourd'hui exilé en Belgique. Il a été condamné à de la prison en Équateur suite à une enquête de l'ancien journaliste d'investigation. Selon son ex-épouse, le lien est évident. Je veux dire à tous les partisans de Rafael Correa que je sais que ce sont eux. Tous ceux-là sont directement et indirectement responsables de la mort de mon mari. En deuxième position dans les sondages, l'engagement de Villavicencio contre la corruption était sans borne. Samedi, son parti a nommé une remplaçante, Andrea González, sa colistière, connue pour son engagement écologique. Fernando est irremplaçable pour nous, pour le pays, pour l'avenir de nos enfants. Nous continuerons à porter ces combats. L'homicide sera forcément évoqué ce dimanche lors d'un débat qui opposera les 8 candidats à la présidentielle. À une semaine du scrutin, ce sera l'épreuve du feu pour Andrea González. Et voilà donc ce qui vient mettre fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.